Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Aiguillé. Avec moi dans le studio, Tite Gatavazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous? Écoute, moi ça va, je me porte comme un charme. Hein. Oui, Tite, Oui. est-ce que vous êtes enthousiaste, vous êtes content? On vient de vivre une journée historique. Comment Oui. vous sentez-vous? Mais ça, ce n'est pas lié à la journée ou à ce qui se passe à Washington. Je crois que je suis d'humeur constante, je suis souriant, je suis comme ça quasiment tous les jours. Ok. Donc ce n'est pas que c'est Washington qui vient me donner le sourire que je n'avais pas. J'ai mon sourire, je cause bien. Bon, mais c'est vrai, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention, pour les raisons qui sont évidentes. Hein. Il y a quoi? Est-ce que c'est vraiment historique? Est-ce que tout ce qui se dit se fait là-bas? Il y a... Bon, on va reprendre les choses dans l'ordre. Les deux présidents du Congo et du Rwanda doivent aller entériner un accord qui avait été signé préalablement par les deux ministres des Affaires étrangères. La République démocratique du Congo embarque une délégation pléthorique. Vous avez une centaine de délégués, 30, 40 journalistes, la RTNC qui se délocalise à Washington. Est-ce que c'était nécessaire tout ça? Moi, je me demande, est-ce que c'était nécessaire? Deuxième observation, c'est l'accueil des deux chefs d'État. Ils arrivent en des temps un peu décalés, ce qui me paraît tout à fait normal. Le président Tshisekedi arrive le premier, il trouve au bas de l'échelle sa délégation, le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Congo à Washington et tout ça. Mais quand on voit le président Kagame arriver, il reçoit les honneurs de la marine américaine. Les militaires sont alignés et ils ne sont pas accueillis de la même façon et au même titre. Il y a de quoi s'interroger. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé à la fois au niveau du protocole, parce que c'est le protocole d'État qui va préparer l'arrivée du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on dit les Congolais pour que leur président soit accueilli comme un touriste qui débarque? Il n'y a pas grand monde. Ça, on ne le sait pas. Et après, on voit l'armada, le déploiement des journalistes qui font des vidéos, qui font des interviews des gens de la... On a même fait venir la diaspora congolaise des États-Unis, du Canada, de Belgique. Et donc, autour dans les rues, bon, on voit tous ces youtubeurs de Kinshasa en train d'interroger, en train de... c'est disproportionné par rapport à l'événement. Quand on nous dit qu'il y a une centaine de délégués congolais et qu'il y a une quarantaine de journalistes et qu'on voit la photo de la délégation rwandaise, il y a 4 personnes qui accompagnent le président Kagame. Il y a 2 diplomates en poste à Washington. Et pourquoi cette disproportion? Parce que le président vient signer, entériner l'accord. Au niveau de la cérémonie elle-même, la cérémonie de signature, on a vu des couacs quand même. Le
président Tshisekedi, pas très à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est comme si boudé. En tout cas, il a la mine renfrognée sur les vidéos et sur les photos. Le président Trump a l'habitude, chaque fois qu'il signe un acte, il le brandit. Il montre, tu sais, il a une très longue signature. Même quand on doit exhiber les signatures, le président Tshisekedi est en décalage. Il ne regarde pas les autres. C'est comme s'il était dans son coin, à lui, tout seul. Un peu ce qu'on disait quand on faisait du théâtre à l'époque, quelqu'un peut jouer un rôle d'absent-présent. Être dans le groupe, mais paraître très distrait. Être distant. Pourquoi il n'est pas dans l'événement? C'est historique aussi pour le Congo et pour lui, c'est lui qui vient signer. Mais on voit bien ce décalage-là. Il est là sans y être. Pourquoi? Il a un langage corporel qui est de l'ordre de la psychanalyse. Et puis, on n'a pas vu poignée de main. Hein? Mais parlons aussi de ça. Oui. Nous avons aussi vu quelques signatures qui ont eu entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Oui. Mais vous parliez de Tshisekedi qui n'était pas très enthousiaste. On a aussi vu Thérèse Kayikwamba. Est-ce que le gouvernement congolais, ils ne sont pas contents de ce jour ou bien... Il y a lieu de vraiment de s'interroger, parce que c'est aussi ça la pratique diplomatique. Les ambassadeurs apprennent à sourire. Les ambassadeurs apprennent à être dans la présence. Ils sont dans la représentation. Le chef de l'État doit savoir qu'il est dans la représentation. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il incarne la nation. Il est président de la République. Il est chef de l'État. Il est chef suprême des armées. Il est le garant de la... Il est tout ça à la fois. Et donc, quand il se déplace, et c'est pour ça qu'il engage le pays, il ne peut pas se comporter comme toi et moi. Non. Donc, cette manière d'aller afficher publiquement devant les caméras du monde, on n'est pas content. Pourquoi? On a mal à la tête, on a un début de grippe, est-ce qu'on a une crise d'estomac? Et même ces gens-là, quand ils sont malades, ils ont des médecins. Hein? Le médecin peut lui dire, faites un effort juste pour la séance, après on va se retrouver à l'hôpital pour vous soigner. Le président incarne cette représentation. Est-ce que selon vous, ça en dit quelque chose sur la suite de cette Ça en dit long et très long sur l'état d'esprit du président Tshisekedi. Pouvez-vous nous partager? Voilà. Okay. On a comment Washington rentre en jeu. C'est quand le président Tshisekedi prend l'initiative d'aller voir la nouvelle administration Trump et leur propose ce fameux deal, un marché, pour dire, moi je veux des militaires et je vous donne tout ce qu'il y a comme minerai à votre guise. Les Américains analysent un peu l'offre et trouvent qu'il serait mieux qu'on fasse un deal dans un pays qui est pacifié, dans une région qui ne connaît pas toutes ces guerres. Dans la rhétorique du président Tshisekedi, c'est une rhétorique victimaire.
mon pays fait l'objet d'une agression injuste, maladroite, brutale et tout ce que vous voulez, de la part de son petit voisin, le Rwanda. Mais quand vous vous adressez aux gens de cette façon, il y a une question qui arrive mécaniquement. C'est quoi le problème entre vous? Pourquoi faites-vous l'objet d'une agression? Ça ne peut pas être gratuit. Non, il paraît que le Rwanda veut jouer le gendarme pour protéger. Vous savez, il y a des Banyarwanda congolais, on ne sait pas. Mais vraiment, attendez. En regardant bien la cartographie et la sociologie de la région, ces Banyarwanda, il n'y en a pas qu'au Congo. Il y en a aussi en Ouganda. Il y en a aussi en Tanzanie. Mais on n'entend pas tous ces... Mais pourquoi les Banyarwanda congolais ont des problèmes? Mais ils disent qu'ils sont persécutés par leur propre gouvernement. C'est pas vous? Non mais bon. Ils disent qu'il y a un discours de haine qui est alimenté par le gouvernement. C'est pas vous ça? Du cannibalisme. Ils disent que vous avez mobilisé les FDLR, qui sont un groupe génocidaire, pour aller les massacrer. Vous avez institutionnalisé les Wazalendo pour aller massacrer les Tutsis congolais. Vous avez pris des mercenaires juste pour venir casser du Tutsi congolais. Est-ce que vous êtes sérieux? C'est dans ces entrefaites que le Rwanda et la République démocratique du Congo sont invités à Washington pour dire maintenant, on va discuter du contentieux entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et dans les discussions, les négociations, on aboutit à la signature de l'accord de principe. On aboutit à la reconnaissance du CONOPS, le concept d'opération pour neutraliser les FDLR. Et on dit, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Vous devez avoir un cadre économique, commerce, de projets d'intérêt commun. Quand vous avez des projets d'intérêt commun, quand vous avez des projets qui ont un intérêt à la fois des deux côtés de la frontière, vous ne vous tapez pas dessus. Donc, vous allez élaborer un cadre économique qui va faire l'objet d'un accord. C'est dans cet esprit-là que le Rwanda et le Congo sont à Washington et les deux chefs d'État sont allés valider ce qui a été négocié par leur délégation sous les auspices de la délégation américaine. Voilà. Je vais vous demander comment vous alliez, parce qu'en tant qu'analyste politique des régions de Grand Lac, je pensais que voir les deux présidents assis, signés, est-ce qu'on tend vers une normalisation des relations, on tend vers un avenir meilleur entre les relations bilatérales entre les deux pays? Pour vous, analyste politique, que représente cette signature? Cette signature, elle représente beaucoup. Cette signature, c'est d'abord la signature. Je disais tout ce qu'incarne un chef de l'État. Ça veut dire qu'un chef de l'État ne dit pas les choses à l'emporte-pièce. Ça veut dire qu'un chef d'État ne signe pas les yeux fermés ou à l'improviste. C'est pour ça qu'il a des ministres, c'est pour ça qu'il a des hauts fonctionnaires, c'est pour ça que... Ce n'est pas les présidents qui ont négocié, c'est leurs équipes, c'est des experts, et qui rendent compte au président, et qui protègent les intérêts de leur pays, et qui regardent un peu la cartographie géopolitique. Et une fois que c'est prêt pour donner de la solennité et de la valeur à cet accord, on dit ça va être signé par les deux chefs d'État.
qui ont suivi quand même les travaux de ces experts. Et donc, c'est un moment solennel. Ça pourrait même être historique au vu de la nature quand même du contentieux et tout ce qui gravite autour. Les accusations, l'épine dorsale, l'épine qui est dans le pied du président Tshisekedi et de son gouvernement, qui sont les FDLR. Les alliances qu'on voit dans la région, Kinshasa, Bujumbura. Les FDLR sont quand même les bienvenus au Burundi. L'idéologie qu'il y a derrière ça, toute la mobilisation qu'il y a eu à l'Est, Wazalendo, mercenaires, FDLR, qu'est-ce qu'on n'a pas vu contre les Tutsis congolais? Et habiller tout ça, faire porter ça au bouc émissaire Rwanda, ça a été, et je crois que c'est là qu'il y a la déception de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi n'arrive pas à faire endosser ça à ce qu'ils appellent la communauté internationale. Vous devez nous suivre dans notre raisonnement, dans notre discours. Nous sommes victimes et venez nous aider contre le Rwanda. Vous vous souvenez de l'épisode des sanctions contre le Rwanda. C'était ça. Et donc, si cette rhétorique n'a pas imprimé, en dépit des efforts, des moyens mobilisés pour cette fin-là, il y a de quoi être déçu de la part de Tshisekedi. S'il est allé à Washington, au début, en disant les Américains ont besoin des minerais stratégiques, moi j'ai les minerais, ils feront ce que moi je veux. Ça veut dire perpétuer la guerre. On ne l'a pas suivi dans sa démarche. Donc, il doit être frustré pour ça. C'est probablement pour ça que, depuis hier soir, les réseaux sociaux n'arrêtent pas de commenter ce body language du président Tshisekedi, qui est une expression, en tout cas délibérée, de son état d'esprit. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas content. Et en n'étant pas content, il le manifeste à sa façon. Alors, est-ce que sur le plan diplomatique, ça paye? Ça ne paye pas. Est-ce que sur le plan diplomatique, quand vous avez quand même à côté de vous le président de la première puissance mondiale et qu'il veut détendre un peu l'atmosphère quand il a pris sa main, en essayant de, écoute, allez, on va sourire un peu. Il y a des caméramans devant nous, il y a des photographes. Et essaie d'avoir un peu le sourire. Est-ce qu'on peut soupçonner ce qui s'est dit pendant qu'ils étaient seuls? Probablement qu'il s'est fait sermonner. Mais, vous savez, ça interroge et on peut extrapoler l'attitude du président Tshisekedi, à la fois dans le bureau ovale, aussi dans la salle à l'Institut pour la paix, quand ils sont allés signer, et ce refus. Ce doit être lui qui a refusé de serrer la main à son homologue rwandais. Tout ça, ça rentre dans la symbolique et on peut se dire, demain n'ouvrez pas des horizons qui peuvent nous dégager comme ça des nuages et éloigner les oui.
Mais alors, Tite, ok, Tshisekedi n'était pas content. Oui. Bon, on ne peut pas dire qu'on connaît principalement les raisons, peut-être il y avait d'autres problèmes. Mais la véritable question est, va-t-il respecter les engagements qu'il a pris? Il l'a dit devant témoins. Il a solennisé ça en signant le texte. Il y a quand même, dans ce qu'avaient prévu les ministres des Affaires étrangères, une commission conjointe chargée d'évaluer les apports. Parce qu'il y a des séquences dans tout ce qui doit être fait. La neutralisation des FDLR, qui relève prioritairement de la responsabilité de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a localisé les FDLR? Est-ce qu'on les a identifiés? Qu'est-ce qui est fait? Il y a un mécanisme pour évaluer tout ça. Dans cet accord dont on parle sur le développement économique, il y a quand même des secteurs, l'énergie, on a beaucoup d'opportunités dans la région. On a des rivières, on a des fleuves, on peut avoir des projets énergétiques. Moi, je pense déjà à Rusizi qui peut alimenter à la fois l'Est du Congo, le Burundi et le Rwanda. Sinon, avoir aussi une partie de la Tanzanie qui peut en bénéficier. On a parlé de la gestion de l'environnement, pour rester dans l'actualité. Le parc de Virunga est inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO. Mais c'est un champ de ruines à cause des FDLR, qui ont coupé le bois là-bas et qui le vendaient à Goma pour produire des makala, et qui ont... À l'époque, il y avait des animaux rares dans le parc de Virunga, des okapis, je ne parle pas des lions, des léopards. Je crois que le Zaïre de l'époque était presque le seul pays où on retrouvait des okapis. Aujourd'hui, il n'y en a plus à cause des FDLR. Et ça, ils le savent. Les éléphants ont perdu leur défense parce qu'on a fait du braconnage. Voilà. Est-ce qu'on peut gérer les parcs de manière intelligente et en commun? Le Rwanda a une expertise en matière de gestion des parcs. Vous n'avez pas que le parc de Virunga, vous avez celui de Kahuzi-Biega du côté de Bukavu. Ça peut faire l'objet des projets communs. On a tout ce qui est des va-et-vient entre Goma-Gisenyi, Bukavu-Rusizi. Est-ce que vous savez qu'on a 2 Bunagana? Beaucoup de gens ne le savent pas. On a le Bunagana du côté du Congo et on a le Bunagana du côté de l'Ouganda. Mais comment vous alimentez ces deux qui sont quasiment les mêmes familles? Donc on peut comme ça, on a parlé des infrastructures, il y a des routes qu'il faut pouvoir construire. Je pense au gros projet, la East African Community, de chemin de fer. Mais si vous avez ça, nous faisons un bond en avant. L'Ouganda est servi, le Rwanda est servi, le Burundi est servi, l'Est du Congo est désenclavé. Ce n'est pas un secret pour le grand monde. L'Est du Congo est attaché aux pays limitrophes. Vous n'allez pas chercher... quand les commerçants de Beni, Butembo, Rutshuru, Goma, Bukavu, Uvira vont à Dubaï, ils passent par où? Ils passent par Bujumbura, Kigali et Kampala. Quand leurs marchandises arrivent, est-ce qu'ils vont les chercher à Matadi? C'est impossible.
Matadi, c'est le fin fond, c'est le seul bout qui touche à la mer du côté du Bas-Congo. Donc, ils doivent venir s'approvisionner chez les voisins. Donc, si les marchandises arrivent par ici, ça va soulager l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ça, le gros intérêt. Et j'espère qu'à Kinshasa, on le comprend aussi comme ça. Mais encore, faut-il arrêter de soutenir les FDLR, d'alimenter les mercenaires, et les Wazalendo, et de couper ce lien avec le Burundi. Voilà. Donc la signature, ce n'est que des avantages, en tout cas pour la région. En tout cas, cet accord comporte que des avantages. Personne n'est allé à Washington pour dire, bon, vous savez, moi je suis très intelligent et je vais jouer contre mon camp. On peut même refaire un peu d'histoire. La CPGL, la communauté économique des États du Grand Lac, le Zaïre de Mobutu, Burundi c'était Bagaza, Rwanda c'était Habyarimana. C'était ça. Le maréchal Mobutu, pour des raisons principalement sécuritaires, dit, moi je vais faire du commerce, des projets de développement avec ces deux pays. Un adversaire n'ira pas passer par le Rwanda ou le Burundi pendant que nous avons des projets communs. C'est comme ça qu'est né EGL, Énergie des Grands Lacs. C'est comme ça que nous avons Rusizi dont je parlais. Le siège, il est à Gisenyi au Rwanda. On a des fonctionnaires des trois pays. Vous ne pouvez pas faire la guerre quand vous avez autant de projets communs. Gaz, méthane, il y en a. Donc il suffit juste de redynamiser la CPGL et de sortir tous ces projets dans les tiroirs. Nous avons la banque qui est à Goma. C'est la banque, c'est la BDGL. C'est la banque des États des Grands Lacs. Cette banque a été créée pour financer des projets. Et donc, nous avons déjà des infrastructures qui peuvent être remises à niveau. Si Kinshasa l'entend comme ça, les choses iront de mieux en mieux. Si Kinshasa, pour d'autres raisons, pour des mobiles qui sont extra, veut continuer dans sa logique guerrière, eh bien, cet accord va souffrir. Mais alors, Tite, parmi les principaux points de cet accord, la neutralisation, la fameuse neutralisation des FDLR, est-ce que peut-on dire que maintenant elle sera effective? Parce que avant, peut-être, nous voyons signer des ministres, nous voyons signer des délégations. Maintenant, ce sont les présidents qui ont signé. Est-ce que y a-t-il une différence entre cette signature et les précédentes et la neutralisation des FDLR? La différence, elle est nette. Parce que quand les ministres signent, c'est par délégation. Le président a autorisé son ministre des Affaires étrangères de signer. Mais là, c'est le chef de l'État qui a signé. Il n'a pas besoin de mandat. Il a déjà le mandat électif. Quand le chef de l'État signe, c'est le sommet de l'État. Un ministre peut signer et se faire limoger parce que le président n'est pas d'accord. Mais quand le président a signé, qui d'autre peut lui dire? Voilà. Donc, c'est vraiment très important et sur le plan du droit constitutionnel, on ne peut pas faire au-dessus du chef de l'État. Maintenant, on va dire enfin la neutralisation des FDLR. La neutralisation des FDLR pose encore quelques problèmes sur le plan pratique. Parce que le CONOPS date de Luanda. C'est à Luanda qu'on a négocié le CONOPS et c'est à cause du CONOPS, la neutralisation des FDLR, que le 15 décembre de l'année dernière, on n'a pas vu
des signatures à Luanda. Mais le CONOPS a été repris intégralement à Washington. Et j'ai dit qu'il y avait une commission de vérification et d'évaluation. La partie congolaise aujourd'hui admet entretenir des liens étroits avec les FDLR. On a vu le communiqué lu par le général Ekenge. Désormais, les FARDC, on veut séparer, livrer du bon grain, plus de liens avec les FDLR. Les FARDC ont sorti des instructions pour dire on commence par de la pédagogie. Je leur donne crédit. Ils sont en train de sensibiliser les FDLR parce qu'eux savent où ils se trouvent. Les FDLR pour dire rendez-vous, déposer les armes, approcher la section de la MONUSCO la plus proche. Nous avons des positions que vous connaissez, des FARDC. Venez voir le commandant qui est sur place et nous, on va le signaler aux autorités compétentes. Ils ont commencé comme ça. Si vous ne le faites pas, comme on vous le demande gentiment, on va passer à la contrainte. Ça veut dire que là, on va faire la chasse au FDLR. Donc là, je crois que nous sommes encore dans la phase où ils doivent venir de manière consentie par eux-mêmes. Et là, ils vont bénéficier des facilités, ils vont être enregistrés et acheminés au Rwanda. S'ils ne le font pas, et s'ils traînent les pieds, maintenant, on va passer à la phase supérieure pour dire on va vous chercher par force. Le schéma tel que présenté, j'ai dit qu'il est très bon, il est encourageant. Du côté, parce que la balance, elle penche toujours du côté de Kinshasa, il va falloir que Kinshasa ne se limite plus à des communiqués, ne se limite plus à des émissions à la RTNC, et qui est vraiment de la volonté. Et qui est des actes qu'on voit les FARDC se lever, demander aux besoins, l'appui, la MONUSCO est encore là, demander parce qu'il y a la commission de vérification, allez Rwanda, est-ce que vous pouvez nous appuyer ici? On va déloger les FDLR. On va les chercher, on sait où ils sont. Ça, ce sera à mettre au crédit de Kinshasa et ce sera pour alimenter en tout cas le chemin de la paix. Une fois, il faut finir par là, une fois qu'on aura vu le travail de neutralisation des FDLR, le Rwanda s'est engagé à baisser ses mesures défensives. Et donc, si nous avons préalablement la neutralisation des FDLR qui avance bien, qui est évaluée, où les rapports disent, ça y est, on avance, le Rwanda n'aura plus de raison de maintenir à un niveau, tu sais, il y a des phases aux Nations Unies où on dit c'est rouge, c'est orange, c'est écarlate. Le Rwanda est au niveau rouge. La menace est existentielle. Alors le Rwanda va baisser progressivement pour dire maintenant il n'y a plus de raison de se méfier de ce qui proviendrait de l'Est du Congo. Ok, les gars, on relâche un tout petit peu. Et je crois que les militaires rwandais ont mieux à faire. En tout cas, ils ne vont pas chômer parce que on arrête de guetter l'Est du Congo. Ils vont se replier, les militaires savent comment s'organiser, ils vont les redéployer. Le Rwanda est très sollicité par les Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix.
Donc, on ne va pas dire que les militaires rwandais n'ont que ça à faire. Hein? C'est lourd à porter, on peut l'imaginer. Voilà. Il y aura cette baisse des mesures défensives et un redéploiement des militaires rwandais dans d'autres zones d'opération. Les FDLR vont être accueillis. Le Rwanda a l'expérience quand même de Mutobo. Tous ces gens qui sont rentrés, il y en a qui aujourd'hui mènent une belle vie au Rwanda. Donc ils vont être recyclés à Mutobo et intégrés dans la société. Voilà. Mais alors, Tite, nous avons observé différentes réactions, tant positives que négatives. Mais je pense que positives pour les bienveillants. Nous avons entendu des audios d'un général très influent à Kinshasa. Je pense que c'est le général autoproclamé Yakutumba. Yakutumba, oui. Très influent à Kinshasa. Oui, oui. Mais c'était comme s'il n'était pas content. Est-ce que vous pouvez nous expliquer nous donner des détails de ce général? Je n'ai pas à expliquer les états d'âme de Yakutumba. Yakutumba était un seigneur de guerre au sud Kivu. En tout cas, il tenait Uvira et ses environs, Fizi, Mwenga. Il exploite beaucoup l'or à Mwenga qu'il vient revendre au Burundi, tout le monde le sait. Il a des vendeurs dans toute la plaine à Uvira. Ça, c'est Général Yakutumba et qui est à la tête d'une milice Maïmaï, reconvertie en Wazalendo par la grâce de Justin Bitakwira, qui a tout fait pour être le parrain des Wazalendo. Ça, c'est le tableau Yakutumba. Effectivement, moi aussi, j'ai eu accès à l'audio où, quand même, il étale ses états d'âme. Je crois qu'il était en train vraiment de dire « je jette l'éponge ». On nous a promis des avions. Les avions n'arrivent pas ou sont très en retard. Nos alliés, les Burundais, FDLR, FARDC, sont à débandade. Ça, c'est ces mots. Ils sont en débandade. Nous subissons beaucoup de pertes. Ça, il l'a avoué. Nous subissons beaucoup de pertes. Et à Luvungi, Dieu sait, ça ne va pas. Et il ne voit pas comment, si l'axe Mwenga a été coupé, comment il va être approvisionné. Et donc, les avions ne viennent plus parce que je crois que l'AFCM 23 a acquis le matériel anti-aérien. Le président Bissimo l'avait déjà dit. Ils ont descendu le drone qui venait de Bujumbura. Yakutumba est au courant de ça. Il y a un avion de guerre Sukhoi qui a rendu l'âme il y a quelques jours. Et donc, Yakutumba était en train de dire, bon, moi j'arrête parce que je n'ai plus d'hommes, je n'ai plus de munitions et la coalition est en débandade. C'était ça, mais il donne aussi les informations sur le front Luvungi. Il donne des indications. Quand il dit débandade, ça veut dire qu'on peut penser qu'il y a eu beaucoup de pertes du côté des militaires, comme il y avait un nombre de Burundais. Beaucoup de Burundais sont tombés par là. Et ceux qui ont pu se sauver sont entrés par Chibitoke. C'est la frontière la plus proche de là où ils se battent. En tout cas, on a Chibitoke et Kamanyola. Donc, ils ne sont pas allés jusqu'à Uvira parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc, ils sont entrés par le Burundi, d'autres ont fui. On a même vu des images des réfugiés, la population qui est en train de fuir les bombardements, dit-on, des FARDC. Voilà. Ok. Tite, si nous essayons d'un peu d'avancer vers la fin, ouais. Si nous laissions ce général Yakutumba, l'opinion publique congolaise, comment a-t-elle accueilli cette signature en général? En général,
J'ai dit au début que Tshisekedi a vraiment déplacé une très forte délégation. Et puis, vraiment, beaucoup de journalistes. La télévision nationale a délocalisé ses infrastructures à Washington. Malheureusement, ça, Tshisekedi prêche pour sa chapelle. Et elle s'est réduite au niveau de son propre clan. Tshisekedi gère la République démocratique du Congo sur la base tribale. On a vu le professeur Mbata continuer à... Les Congolais, ils appellent ça le Djalelo. Djalelo, c'est danser pour le chef. Et donc, l'opinion est très divisée en République démocratique du Congo. Vous avez ce petit noyau autour de Tshisekedi qui grappille des miettes, des journalistes recrutés par Mouyaya. Vous avez des bisbilles entre Mouyaya et Tina Salama. Ça s'est même vu à Washington lors de leur point presse. Et donc, ils ont du mal à imprimer, je l'ai déjà dit, le discours victimaire, la mobilisation, tout le monde autour du chef de l'État, Congolais tellement, non, ça ne va pas aller à Washington. J'ai entendu quelques opposants dire, mais on n'a pas lu le texte. Est-ce que vous allez avoir la courtoisie de nous montrer ce que vous signez en notre nom? J'ai entendu des gens interroger la partie constitutionnelle. Est-ce qu'il y a eu concertation entre le gouvernement et l'Assemblée nationale pour que les élus du peuple puissent avoir accès au contenu de l'accord qui engage toute la nation? Et après, vous voyez des gens qui disent « nous, on veut la paix ». Si Washington nous apporte la paix, on va applaudir. Si ce n'est pas pour ça, ce n'est pas la peine. Voilà, vous avez des séquences comme ça, ou des cases d'opinion, où on va dire qu'il y a des opinions publiques en République démocratique du Congo et qui ne suivent pas forcément le discours officiel. Ouais. Mais alors, Tite, est-ce que vous avez un petit mot d'espoir pour la région avec cette signature? Écoute, je dis moi aussi, j'espère que Washington nous apporte un plus, étant donné que ce sont les chefs d'État qui se sont engagés, et comme l'a dit quelqu'un, devant le président de la première puissance mondiale. Ça, c'est un point très important. J'ai bon espoir parce qu'on était en train de dire tout à l'heure que la coalition est en débandade. Donc, Kinshasa n'a plus cette puissance de feu qui puisse lui faire croire à l'illusion d'une victoire militaire. Ça, ce n'est plus faisable. J'ai vu que le président Ndayishimiye était à Washington et qu'il a eu des entretiens avec le président Tshisekedi. J'espère qu'ils se sont dit, on arrête notre alliance avec les FDLR, même si le président burundais va perdre une grosse partie des fonds qu'il recevait du président Tshisekedi, étant donné que militairement, ils n'y arrivent pas. J'espère qu'à Kinshasa, au retour de Washington, le discours de haine va baisser en intensité et qu'on ne va plus donner voix au chapitre aux gens comme les Bitakwira et tous les prêcheurs de haine. Si la coalition est en débandade et qu'elle est défaite, ça veut dire que la partie militaire s'arrête. Si le discours de haine
s'arrête, ça veut dire que la persécution des Tutsis congolais va s'arrêter aussi et que le CONOPS soit opérationnel. Il n'y a pas de raison de ne pas dire vivement la paix pour demain. Tite, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans vous poser cette question. Une minute. Nous avons vu le président burundais à Washington. Est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi une amélioration entre les relations entre le Rwanda et le Burundi, vu que récemment le ministre des Affaires étrangères burundais, il essayait d'expliquer comment les Rwandais et les Burundais sont des frères, qu'il n'a pas de raison de continuer à... Est-ce que vous pensez en une minute qu'il y aura une amélioration des relations entre aussi le Burundi et le Rwanda? Mais si le ministre burundais l'a dit, il doit avoir beaucoup plus d'informations que moi, mais en regardant la situation actuelle et les propos de son chef, qui est le président Ndayishimiye, qui n'ont pas varié. Je crois que ça ne fait pas 2 semaines qu'il a encore redit tout le mal qu'il pense du Rwanda. Le Rwanda est à la base du manque de carburant au Burundi, des étalages qui sont vides. C'est ce genre de discours que le président devait arrêter. Je crois qu'on lui demandait qu'il va rouvrir les frontières bientôt. Donc il y a d'abord l'étape de la réouverture des frontières qu'il a fermée unilatéralement et qui n'était pas d'accord avec son parti. Il faut quand même noter cette divergence au niveau du parti et du chef de l'État, même si après ils se sont rabibochés, mais pour d'autres raisons. Il y a aussi le discours anti-Rwanda au Burundi. Il y a eu des discussions avec les services et je crois qu'à un moment donné, compte tenu de ce décalage, on négocie et après le chef de l'État va déclarer tout le contraire de ce qui était en train d'être négocié. Il bombe le torse. Pour ce qui est du Burundi, je crois que dans l'ordre des priorités, là, la focalisation, elle est d'abord sur la neutralisation des FDLR qui ont un point de passage vers Bujumbura. Il faut noter ça au passage. Et l'amélioration de la relation entre le Rwanda et le Burundi sera la conséquence de l'amélioration de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, où le Burundi se sera désengagé, où le Burundi arrêtera de faire du Rwanda son bouc émissaire, et qu'à un moment donné, ils vont se dire on a vidé le contentieux. Il n'y a plus de raison de bloquer les frontières. Allez, on les a fermées unilatéralement, on ouvre sans consulter le Rwanda. Et que les services reprennent langue parce que là c'est arrêté. Et que plus tard on apprenne que voilà, les relations se sont améliorées. C'est ce que je pense. Tite, merci beaucoup pour... C'est moi qui vous remercie et merci beaucoup pour l'invitation. Et à très bientôt. À très vite, merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et surtout restez branchés sur les plateformes du média Iggy.